donc au début, je dis, était le centre d'histoire de l'Occident médiéval. Ça s'appelait comme ça, mais en réalité, de centre, point n'y avait. C'est-à-dire que c'était une ligne de crédit qui servait essentiellement à la bibliothèque Alphen, commune, comme on l'a dit ce matin, à Paris 1 et Paris 4. Je suppose que de temps à autre, il devait y avoir un peu d'argent pour payer un voyage de quelqu'un pour un des séminaires, essentiellement celui de Bernard Guenet, puisque Pierre Toubert faisait son séminaire à l'école des hautes études, à l'école de la 4e section de l'école pratique. Mais voilà, jusque-là, il n'y avait aucun rapport, rien d'écrit ne subsiste, à part du papier à lettres que nous avons eu pendant très longtemps. Parce que, bon... Alors, tout de même, des besoins sont apparus pour la recherche. Et ces besoins sont apparus, il faut le dire crûment, ils sont apparus avec les ordinateurs. Parce que pour faire de la recherche informatique, ce qui était devenu nécessaire pour un certain nombre de recherches, il fallait disposer d'argent. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de micro-informatique, hein, ça n'existait pas du tout. Il y avait un ordinateur à Paris 1, mais qui était un vieil ordinateur IBM qui ne pouvait pas faire grand-chose à part quelques calculs d'économie. Et si on voulait travailler, à l'époque, il fallait travailler sur l'ordinateur du CIRC, le Centre interrégional de calcul électronique, qui se trouvait à Orsay et dépendait exclusivement du CNRS. Donc, comme c'est moi qui ai eu le besoin de crédit, c'est moi qui ai commencé les choses, si vous voulez. Et je suis allé voir Bernard Guenet, je lui ai dit je voudrais un peu d'argent pour l'ordinateur du CNRS. Guenet ne savait pas trop comment faire, mais il m'a dit je vous fais une lettre. Il m'a fait une lettre et j'ai eu de l'argent. C'était des temps heureux, hein, c'était un dossier relativement simple. J'ai eu de l'argent, mais alors sous une forme un peu perverse, il faut bien dire. On m'a donné un carnet de chèques postal et j'étais censé garder des talons et écrire sur les talons ce que je faisais. Mais évidemment, je n'ai eu à faire aucun chèque, puisque tout l'argent dont on a disposé est reparti au CNRS pour les frais de calcul sur le CIRC à Orsay. On a eu quand même la possibilité de faire quelques vacations, et avec ces vacations, on a voulu, d'une part, développer un logiciel, ce qui a été le gros objet du travail, en fait, de recherche, à proprement parler, pendant ces années-là. Un travail que j'ai fait avec François Huchet et Jacques Mondely, qui étaient deux ingénieurs, l'un centralien, l'autre de l'école des mines, qui faisaient leur service militaire comme adjoint scientifique de M. Édouard Valency. Édouard Valency était le patron du centre de calcul de Paris 1, qui enseignait à l'école de guerre et avait donc, à ce titre, des jeunes appelés qui faisaient leur service avec eux. Alors, il se trouve que ça leur a plu, et pendant 2-3 ans, ils ont continué à travailler. Vous pensez bien ce qu'ils pouvaient gagner avec leur poste d'ingénieur. Mondely est devenu un des principaux dirigeants de Bull, François Huchet dans une autre entreprise du même genre. Et bon, j'ai essayé de les faire recruter. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à grenouiller, il n'y a pas d'autre mot, hein, dans les instances universitaires, auprès de M. Forgeot, qui était le professeur d'économie. Et ça s'est assez bien passé, il a été gentil, il a bien voulu qu'on crée un poste pour eux, mais le seul support qu'on a trouvé, c'était celui de sergent de pompier. Alors évidemment, le montant n'était pas là non plus dans les cordes de ces gens qui ont beaucoup regretté. Et je pense que Mondely, il en est mort, puisqu'il est mort d'asbestose dans les centres de calcul de Bull qu'il a attrapé. Et voilà, alors, il aurait été ici, il serait encore vivant, je le pense. Donc il y avait ça, et puis des vacations qui ont permis de saisir des textes sur carte perforée, puisqu'à l'époque, on faisait des textes sur carte perforée pour lire les textes. C'était long, coûteux, ennuyeux. Et là, plusieurs personnes ont travaillé, une des filles de Monique Zerner, et puis Hélène Millet a fait ses débuts, là aussi, comme vacataire à ce moment-là. Alors, bon, ça a été des débuts, vous voyez, difficiles, mais... Bon, ça aboutit au fait que la commission du CNRS nous demande, là aussi c'est une autre époque, de devenir une équipe de recherche associée, ce qui a permis évidemment de changer complètement l'envergure de la chose. Et ça, c'est à la suite de l'école, du colloque
que André Vaucher et Lucie Fossier avaient organisé à l'École française de Rome en 1975, qui, à tout point de vue, je pense, est un colloque fondateur, qui a eu beaucoup de conséquences et beaucoup d'effets. Donc là, on a pu avoir un peu plus d'ampleur. Il s'est agi cette fois de réaliser les traitements informatiques pour l'ensemble des membres de ce qu'on appelait toujours le Centre d'histoire de l'Occident médiéval, dont le travail de recherche était limité à ce moment-là à leur thèse, puisque ce qu'on appelait recherche, c'était strictement les thèses et les maîtrises, et encore les thèses surtout. Donc là, on a pu se lancer dans la suite du programme précédent sur le traitement automatique des sources littéraires, sur le traitement des sources sérielles, et là, on a fait un gros chantier avec Claude pour les lettres de rémission, sur la prosopographie des micropopulations, et là je ne nommerai personne parce que vous pouvez bien voir qui s'occupe des parlementaires parisiens, des chanoines de l'An, des étudiants scandinaves, des baillis, des historiens anglais, ils sont dans la salle. Et puis on a également commencé la publication du médiévisme et l'ordinateur avec l'IRHT, et notamment donc Lucie Fossier et Caroline Bourlet. Au miracle, nous avons reçu un local qui devait avoir une superficie de 2,50 m carrés, à peu près, je n'exagère pas, sur lequel on pouvait entasser, quand ça a été l'époque de la micro-informatique, on a pu entasser jusqu'à 2 ordinateurs l'un sur l'autre, et on pouvait pratiquement rien mettre d'autre, et on travaillait, c'était très social, Nicole Lemaître peut en témoigner, puisqu'on était obligé de laisser la porte ouverte, et donc évidemment on parlait avec tous les collègues qui passaient et qui allaient notamment au Centre d'histoire moderne, au fond, et les sarcasmes de Fontenay nous accompagnaient tous les matins, et ensuite au Centre d'histoire de la Révolution française. Bon, on a du CNRS eu quelque chose de beaucoup plus intéressant et important, qui est un demi-poste d'ingénieur qui a été donné à Hélène Millet, qui est devenu après un vrai poste, puis un poste de chercheur. Parallèlement, ou un peu après, parmi les maîtres de conférences, parce que là j'ouvre une incise, vous avez vu ce matin à quel point la vie était mandarinale à Paris. Donc la recherche, pour nous, pour moi, pour Claude, pour Alain, tout ça, c'était vraiment une soupape de sûreté, parce que là, les maîtres s'y intéressaient peu. Pour dire nos affaires, l'informatique, Guenet faisait des préfaces magnifiques d'une demi-page pour le rapport de l'équipe, mais il n'a jamais touché à ce moment-là un ordinateur. Et donc, Paul Benoît avait les mêmes problèmes, et il a créé dès 1978 une autre équipe d'histoire des mines, des carrières et de la métallurgie, qui a beaucoup produit. Il suffit de regarder les bibliographies. Et c'était d'abord dans le cadre du GDR 32, c'était un GDR de l'École des hautes études en sciences sociales, qui était partagé avec les antiquisants d'ailleurs. Et il a quitté le HESS en 1983, et donc il y a eu une deuxième équipe de médiévistes, l'ERA 713, et puis le centre de recherche de Paul Benoît, qui n'avait pas de reconnaissance CNRS, mais qui a beaucoup travaillé avec la sous-direction de l'archéologie, avec des gros programmes, mines et métallurgie, hydraulique, monastique, et puis plus tard avec le Pyrène Seine. Quant à l'ERA 713, elle a pris du galon. De 1984 à 1994, c'est devenu l'UA 1004. Désolé pour les sigles CNRS, c'est un maquis. Avec un programme qui restait le même, mais des moyens qui nous ont permis de nous associer à beaucoup d'autres collègues pour diverses recherches. Alors Nicole Lemaître en particulier, pour l'histoire moderne, elle ne craignait pas la fréquentation des médiévistes, elle n'était pas comme certains de ses collègues. Alain Bourreau, Marianne Polo, qui travaillait à ce moment-là avec Robert Fossier, j'aurais pu citer Marie-Danielle Mireux, Dominique Yoniapra, Michel Sau, Jacques Verger, Charles Vulliez, tous ces gens-là figuraient dans l'organigramme de l'équipe, même s'ils n'étaient pas parmi les médiévistes de Paris 1. Et cette ouverture nous a permis de nous ouvrir de façon beaucoup plus cohérente et suivie sur des problèmes de méthodologie, toujours en continuant avec l'informatique, d'autant que, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est nous qui avons hérité de l'enseignement de l'informatique au niveau de l'UFR, grâce à Robert Fossier. Robert Fossier, un jour, a reçu d'un de nos collègues dont le nom m'échappe ici, qui était de Paris 4, donc en 84 ou 85, quand la droite est repassée au pouvoir, parce qu'il faut parler politique quand même. Et ce collègue qui a fait sa thèse sur Rouen au XVIe siècle, Jacques Bardet,
Bardet. Bardet était à la direction scientifique, alors je le connaissais très bien, puisque c'est moi qui lui ai prêté la machine du LAMOP pour faire ses traitements pour sa thèse de doctorat, parce que la sienne était tombée en panne. Donc voilà, ça crée des liens. Et donc une des premières choses qu'il a fait, c'est d'attribuer 12 micro-ordinateurs bulles à l'UFR d'histoire. Fossier les a reçus, il ne savait pas quoi faire, il a hésité. Les professeurs n'étaient pas intéressés. Alors l'idée a été d'abord de mettre un ordinateur sur la cheminée de chacun des centres de recherche, mais ça ne paraissait pas d'un grand intérêt. Et donc moi j'ai eu l'idée d'aller chercher une cave qui existe toujours, dans la Sorbonne, et nous avons installé les 12 ordinateurs dans cette salle, enfin 11, parce que l'UFR en a gardé un. Nous avons mis les 11 ordinateurs dans la salle et créé un enseignement d'histoire et d'informatique. Parce qu'avec la micro-informatique, ça devenait enfin commode. Avant, on avait essayé, mais les processions le long de la rue Cujas pour aller à l'ordinateur de Paris 1 étaient quand même, avec les bacs de cartes perforées, ça rendait la chose assez peu commode. Donc, on a créé ça. Et alors, l'autre orientation, c'est la pluridisciplinarité, qui a toujours été un élément essentiel dans l'équipe, avec notamment une orientation vers l'anthropologie. Et c'était très net dans le séminaire de Claude Govard, mais c'est quelque chose qui a été poursuivi par Monique, par Régine, par Laurent. Enfin, c'est une permanence. Informatique, anthropologie, et à partir de la venue de Michel Paris, le latin, ce sont, je dirais, les trois éléments un peu fondateurs du LAMOP. 94-96, alors là, on a grandi beaucoup, et parce que le CNRS a voulu supprimer ses unités propres qui lui coûtaient trop cher. Et donc, elle nous a fusionné avec l'UPR 52, ce qu'on a accepté avec grand plaisir parce qu'on travaillait déjà beaucoup avec eux. C'était l'équipe de Gilles Berrouy, et en particulier Bernard Guenet le connaissait bien. Claude avait travaillé sur Gerson. Enfin, il y avait toute une série de choses qui s'étaient faites avec eux. Et c'est Ezio Ornato qui a dirigé cette équipe. Et nous avons eu à ce moment-là un accroissement de moyens très important. D'une part, parce qu'on a eu des moyens CNRS qui étaient plus importants que ceux du ministère, mais c'est aussi le moment, à partir de 1994, où le ministère s'est enfin décidé à donner des crédits de recherche qui étaient autre chose que symboliques. Et puis, on a eu donc un afflux de chercheurs CNRS. Alors, je les ai comptabilisés dans la liste et j'y reviendrai. Mais sur ce problème des chercheurs CNRS, il faut voir qu'il y a quelque chose qui est important, qui n'apparaît pas dans aucune documentation. C'est les gens qui ont bénéficié d'une année ou de 2 années de séjour temporaire au CNRS. Et ils sont donc venus chez nous, puisqu'on était une équipe CNRS sur Paris. Et donc ça a été aussi une bouffée d'oxygène sur le plan intellectuel. Alors, c'est seulement en 1998 qu'on a créé le LAMOP. Et on l'a créé donc avec les collègues qui ont apporté de nouveaux programmes. Donc Michel Paris, que j'ai déjà évoqué pour le latin. Monique Bourrin, qui a amené ce qui restait de son GDR sur l'anthroponymie médiévale et qui a lancé toute une série de projets en histoire économique. Donc on a grandi, je dirais, en interne, mais on a grandi aussi en externe parce que d'autres équipes sont venues. Donc l'équipe de Paul Benoît, qui est venu constituer un des axes, parce que le CNRS refusait d'avoir plusieurs affectations à une même université pour la même période. Entre parenthèses, je ne sais pas comment les orientaux se sont débrouillés, mais avec une finesse toute orientale certainement, qui nous a échappé. Eux sont restés avec un pied dans plusieurs choses. Nous, non, on a tout unifié. Paul a peu apprécié, mais enfin je pense qu'après il s'est réconcilié avec l'idée parce qu'il a vu qu'on respectait ses crédits et ses programmes. Il y a eu le nouveau glossaire nautique de Jal. Bon, ça a mal marché. L'histoire de l'art qu'on a développé parce qu'il y avait une série de collègues de l'UFR d'histoire de l'art qui ne voulaient plus entendre parler des collègues des autres périodes. Donc on a eu un afflux de médiévistes sous la houlette de Christiane Prigent, mais il y avait aussi des chercheurs du CNRS, et puis les débris d'une équipe de linguistique qui était dirigée par une ingénieure très compétente, Liselotte Biedermann-Pask, qui renforçait notre dimension linguistique, ce qui, avec le traitement automatique des textes, était évidemment intéressant. Plus tard, un peu la philosophie, parce que là aussi, brouilles entre collègues, on nous a déversé, si je puis dire, la bibliothèque de Rémy Brague,
qui à l'époque avait plus de 200 thèses. Donc l'UFR de philosophie a trouvé que c'était trop, et donc il y a eu des problèmes. Alors on nous a donné et sa bibliothèque, qui est sous-employé, je dois le dire, je regrette un peu, et puis un ingénieur qui est venu avec pour gérer cette bibliothèque. Et surtout, c'est le moment où nous avons eu nos nouveaux locaux, grâce au prédécesseur de Michel, mais à Michel lui-même qui a bien arrangé les choses quand il s'agit de mettre en œuvre les choses. Et puis également des locaux à Villejuif qui se sont avérés extrêmement précieux et utiles là aussi pour la pluridisciplinarité. Parce que par exemple, on a travaillé avec des équipes de philosophes, Barbara Cassin par exemple, c'était une collègue sur le même palier, hein, ou des collègues d'histoire ancienne, Marie-Odile Goulet-Cazé, ou des gens comme ça, et des équipes d'africanistes aussi qui travaillaient sur la linguistique africaine. Donc, voilà, nous nous sommes retrouvés avec une structure. Alors, c'est une structure que je qualifierais d'évolutive. Elle s'adapte aux nouvelles arrivées. Je crois que Régine Lejean n'a pas eu à s'en plaindre quand elle a voulu développer un axe au Moyen-Âge qu'elle apportait avec elle. Hein. Personne ne le faisait avant elle. Puis des gens qui ont grandi de l'intérieur, comme Hélène Noiset, qui a développé tout un travail sur la cartographie automatique et les structures spatiales, ou encore des gens qui nous ont rejoints au CNRS, comme Philippe Bernardi, avec ses programmes sur la construction, qui a pris la suite des travaux de Paul Benoît. Tout en gardant donc les marqueurs traditionnels, la perspective anthropologique pour l'économie ou pour l'anthropologie des pouvoirs, le souci qu'a souligné aussi Claude de la matérialité des sources, la paléographie, les problèmes de langue, d'écriture, de codicologie quantitative, le développement informatique qui est maintenant surtout transféré. On a un ingénieur, Dieu merci, qui est excellent, mais ça a été aussi transféré au Pirée, que dirige maintenant Stéphane Lamassé, qui est médiéviste bien sûr, et qui travaille pour l'ensemble de l'UFR, pas seulement pour les médiévistes. Et puis le traitement des corpus textuels. Alors je voulais commencer une liste, mais j'ai renoncé, il y en a trop. Problème, ce qui est resté un peu en panne, je dois dire, et je le regrette, mais ça tient peut-être à mon optimisme béat, c'est le problème de la médiévistique. Les historiens de l'art ont battu en retraite effarouchés, hein, parce que les historiens de l'art ne fréquentent pas les historiens, c'est pas possible. Bon, et puis le fait que nous ne soyons pas dans une université où il y a des UFR de langue a posé un problème. On a eu beau détourner du droit chemin 2 maîtres de conférence de latin, Christine Vérard-Cosme et Stéphane Johanny, on s'est fait rattraper au tournant quand Stéphane Johanny a dû abandonner son poste, et de ce point de vue-là, donc la médiévistique a perdu. La philosophie, ça n'a pas pris, puisque sous la houlette du directeur du UFR efficace, les philosophes ont retrouvé un semblant de paix et d'unanimité. Donc voilà, il y a à prendre et à laisser. Alors, ce sur quoi je voudrais plus insister, c'est sur les structures. Parce que l'évolution qui a abouti donc à la création du LAMOP a donné à Paris 1 et à l'histoire médiévale à Paris 1 des structures nouvelles. Alors, pour le personnel, je dis c'est une équipe toujours plus nombreuse. Et là, j'ai confondu Orient et Occident parce que c'est difficile de dissocier. En plus, mon information était certainement lacunaire et donc je présente mes excuses. J'ai eu une liste mise à jour venant de l'UF, pas complètement mise à jour, elle aussi, elle a des lacunes, hier au soir à 18h. Et donc, je n'ai pas pu modifier mes comptes. Donc, au total, j'ai compté 191 personnes. Donc, c'est une grosse cohorte qui a été active dans le domaine de l'histoire médiévale à Paris 1 entre 1971 et 2021. 148 pour le ministère de l'Éducation nationale et 43 pour le CNRS. J'ai regroupé ça sur un tableau avec des coupes, hein, parce que je ne pouvais pas faire des courbes, les données étaient trop imparfaites. Donc j'ai fait 5 coupes que je vous présente ici. Alors, ministère de l'Éducation nationale, titulaire. On est parti de 18 en 1971. D'après mes comptes, c'est à peu près le double de ce qui devait exister quand nous étions étudiants avec Claude, c'est-à-dire les années 63, 64, 65. Et c'est effectivement l'afflux que vous avez signalé des postes qui ont été créés après mai 68. Comme quoi, faire une petite révolution de temps en temps, ça aide un peu à vie aux nouvelles générations.
Cet effectif des professeurs et maîtres de conférences titulaires, il n'a pas varié. Hein. L'augmentation que présente le tableau du LAMOP, c'est du trompe-l'œil. Ça a pu varier peut-être d'une unité. La seule unité que j'ai pu compter comme parfaitement nouvelle, c'est le professeur d'histoire de l'islam médiéval. Il y a 2 professeurs maintenant, alors que pendant très longtemps, il n'y en a eu qu'un seul. J'ai probablement compté et mal compté parce que je n'ai pas la date de l'entrée dans la sous-section de Paul, mais j'ai compté qu'un ou 2 ingénieurs avec Christine Ducourtieu, et au début, il y a eu un seul PRCE qui était Stéphane Lamassé. Aujourd'hui, vous voyez, on est toujours à 23 titulaires, et là-dessus, il y a au moins 2 PRCE. Je ne sais pas s'il y a des ingénieurs. Christine Ducourtieu n'a pas été remplacée, à ma connaissance. Et je ne sais pas pour Paul si elle a été remplacée pour Lorient. Je ne le sais pas. Alors, par contre, ce que vous voyez, c'est une augmentation très forte, à partir de 94-95, des précaires du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, j'en compte 12, mais mes données ne sont pas à jour. Il y en a probablement un peu plus. Et puis, il y a l'apport du CNRS, qui évidemment est essentiel, puisque ingénieurs et chercheurs confondus, c'est aujourd'hui 12 personnes. C'est-à-dire que ce qui a permis vraiment d'avancer les choses dans le domaine de l'histoire médiévale, c'est l'apport du CNRS. Mais je ternirai un peu ce diagnostic en disant que l'avenir est sombre. On va certainement vers une réduction du nombre de chercheurs CNRS. Il faut voir qu'on a eu pas mal de chercheurs CNRS parce que le CNRS avait une structure où il y avait autrefois une section pour l'histoire médiévale et une section pour l'histoire ancienne. Et en plus, les orientalistes étaient encore dans une autre section où il y avait les turcologues, les spécialistes de l'Asie, etc. Donc on était en fait sur 2 sections et demie, ce qui a permis effectivement des recrutements importants. Alors, il en reste quelques-uns de cette époque, mais ils commencent à s'acheminer tout doucement, si ce n'est c'est déjà fait, vers la retraite. Et les recrutements ont été faits sur la base d'une seule section, qui est la section Occident ancien et médiéval. Donc, en gros, le gâteau a été divisé par 2, et pour les antiquisants et pour les médiévistes. Et encore, il n'y a pas que des historiens, il y a évidemment des archéologues, des historiens de l'art et des historiens de la littérature. Donc, vous voyez, ça fait que les recrutements sont maintenant très faibles et nous ne sommes plus vraiment seuls sur le créneau, si je puis dire, puisque maintenant, il y a une autre UMR qui est puissante à Paris-Sorbonne et qui recrute aussi et qui a donc recruté plusieurs chercheurs, dont certains ont été pourtant formés sur le plan scientifique au LAMOP, même s'ils ont fait leur thèse à Paris 4. Donc, voilà, je pense que le nombre des chercheurs, il ne va pas disparaître, mais il est certainement appelé à baisser. Et puis, il reste quand même une carence que je trouve inadmissible, scandaleuse, qui est l'absence des ingénieurs universitaires. Dans le CNRS, il faut voir, la moitié sont des ingénieurs, la moitié sont des chercheurs. Il y a quelques ingénieurs qui ont eu dans le passé des difficultés, mais dans l'ensemble, je crois qu'on peut se féliciter du travail des ingénieurs qui ont été avec nous. Voilà les problèmes qui restent. Je suis un peu amer là-dedans parce que moi, j'ai fait venir des postes, alors sous une autre casquette, en tant que responsable de l'enseignement de l'informatique, et j'ai eu des postes parce que j'ai obtenu du ministère, et il y en a, il suffit de les demander, on les a, des postes de Prague. Alors tout le monde m'est tombé dessus, notamment mon syndicat, le SNESUP, pour ne rien vous cacher, qui est farouchement hostile au Prague, au PRCE, etc. Pourtant, c'est la seule façon d'entrer dans l'université aujourd'hui, parce que là, on peut plaider quelque chose. Avec l'informatique, je pouvais plaider qu'il fallait absolument un aggiornamento des universités. On pouvait augmenter la possibilité. Si vous demandez au ministère un poste de maître de conférence d'histoire du Moyen-Âge occidental, vous ne l'aurez jamais. Jamais. Par contre, des postes de Prague on a eu un Prague pour préparer les concours, on a eu des Prague pour l'informatique, voilà. Et après, si
on fait honnêtement les choses avec les Pragues et les PRCE, c'est-à-dire si on ne les couvre pas de cours d'agrég comme on fait en province, si on aménage leur temps, tout en les faisant beaucoup travailler, bien sûr, mais de façon à ce qu'ils puissent faire leur recherche et faire leur thèse, ce qui n'est pas exigé, hein, ils ne sont pas censés faire de la recherche. Mais si nous, on aménage les choses pour qu'ils puissent faire de la recherche, après, ils peuvent toujours se faire transformer en poste de maître de conférence, ce qui est quand même arrivé à 2 de nos médiévistes. Et donc, là aussi, il y a été un apport important. Bien. Alors, question, est-ce que c'est une bonne structure? Alors les jeunes, vous bouchez vos oreilles, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Nous étions quelques-uns pour offrir son épée à un jeune collègue, entre guillemets, jeune, qui entrait à l'Institut et qui nous a expliqué qu'il ne fallait surtout pas faire d'informatique, surtout pas faire de recherche sur projet et sur programme, mais écrire tranquillement dans sa thébaïde ses thèses et ses livres, en bavardant gaiement avec ses étudiants pendant les séminaires sur quelques textes latins, ce qui est d'ailleurs très utile et très intéressant. Donc, bon, je laisse de côté cet aspect des choses, il n'en sera pas question ici. Donc, est-ce que c'est une bonne structure qu'une équipe associée au CNRS? Alors, il y a des éléments pour. Elle permet le fonctionnement national et international des séminaires. Nous avons tous pu faire venir qui nous voulions au séminaire, organiser des journées d'études avec des collègues étrangers, faire séjourner des jeunes chercheurs étrangers au LAMOP. Ça facilite les crédits obtenus hors du laboratoire, recherche sur programme, ou l'IUF. Claude et quelques autres ont eu des crédits IUF. Ils ont été gérés sans problème. Ça rend possible l'organisation des colloques internationaux, des ateliers, des écoles d'été. Alors on nous a reproché qu'il y en avait trop, peut-être. Mais je pense que ça a permis quand même de nous ouvrir à beaucoup de choses, et en particulier d'avoir une grande visibilité internationale. Et alors, ce qui nous est le plus reproché parfois, c'est que, évidemment, ça exige la mise au point de projets externes, c'est-à-dire tous les projets contractuels, je dirais, mais aussi internes, parce qu'il a fallu qu'on réfléchisse à nos axes de programme, ce qu'on a fait d'ailleurs à 2 reprises, si je me souviens bien, dans des journées de brainstorming dans un endroit très agréable qui était Auxerre, hein, accueilli par l'équipe là-bas. Bon, on en pense qu'on veut, c'est quand même une structure structurante. Personnellement, je pense qu'elle est bonne et qu'on ne pourrait plus s'en passer aujourd'hui et qu'il faut arrêter de jeter l'opprobre, comme Alain Dumurger disait sur les cours magistraux. Non, les cours magistraux, s'ils sont bien faits, c'est très utile. Mais le travail sur des programmes et sur des projets, c'est aussi très utile, même si ça prend beaucoup de temps. Et même si souvent, ça n'aboutit à rien. Mais le fait de travailler sur un programme, quitte à se casser la gueule, ça fait avancer les choses parce que ça fait réfléchir et ça fait améliorer les problématiques, ça amène à les ouvrir, ça amène à créer des collaborations. Alors, c'est par ailleurs une très bonne structure de diffusion, et là, l'exemple type a été le site internet du laboratoire, qui a été absolument remarquablement conçu par Christine Ducourtieu et qui aujourd'hui est toujours conçu et fonctionne de façon excellente, ce qui donne une grande visibilité accrue aux travaux des membres du LAMOP, mais ce qui permet aussi la communication entre nous. Et ici, il faut rendre hommage à la lettre du LAMOP de Willy, qui est quelque chose qui est très utile pour maintenir un lien à l'intérieur de l'équipe. Et puis, ça permet aussi l'archivage des données et ça évite de perdre les résultats des programmes anciens. Par exemple, je prends mon exemple propre parce que ça, au moins, je le connais. C'est la base de données que j'ai faite sur les auteurs anglais. Elle est toujours archivée et elle fonctionne toujours. Elle a été gardée, même si moi, je ne m'en sers plus et je suis passé à tout à fait autre chose aujourd'hui. Les gens qui veulent la consulter peuvent le faire. C'est une bonne structure de collaboration. Donc avec les revues, alors le médiévisme de l'ordinateur, on a arrêté de le faire parce que ça, comme au bout de 30 ans, c'était un peu éventé. Mais aujourd'hui, nous collaborons à Histoire et Mesure, qui a sa réunion demain d'ailleurs de comité de rédaction, et où Stéphane Lamassé présentera un numéro spécial qui reprend les travaux d'une des conférences qu'il a organisées. Il y a Ménestrel, auxquels beaucoup ont participé, notamment, bien sûr, Christine Ducourtieu, mais par exemple Joseph Morcel, hein, qui a beaucoup travaillé, avec l'URFIST, avec l'IRHT. Il y a le séminaire sur le Paris médiéval qui fonctionne en lien avec l'IRHT.
Il y a de nombreuses écoles d'été, des journées ou des ateliers d'initiation. Il y a le programme international Héloïse qui réunit les bases de données les bases de données informatisées sur les universités au niveau européen. Il y a les programmes internationaux. J'ai mis là comme exemple les 2 programmes de Régine Lejean. Elle en a amené un d'ailleurs depuis Lille, si je me crois. Et puis, mais il y en a d'autres. Hein. Je pourrais évidemment faire une liste beaucoup plus longue. Et puis, il y a une bonne structure d'innovation parce qu'elle nous permet de participer aux recherches contractuelles. Alors là, je demande évidemment, j'en ai certainement oublié. Hein. Bon, il y a la participation à l'ATP Jeunesse de l'État moderne, c'était une première en 1984. Il y avait aussi un ATP prosopographie qui à un moment existait. Il y a eu le GDR Gerson, qu'animait Hélène Millet, qui a donné les fastilles Ecclésiae Gallicae, qui sont aujourd'hui repris par notre associé, qui était le CERCOR, qui maintenant en assure la direction. On a été éjecté, là-dedans c'était plus riche, hein, on a été éjecté sans ménagement des lettres des papes d'Avignon, auxquelles Hélène et d'autres ont pas mal travaillé pendant un temps, mais un de nos collègues, prétextant qu'il était à Avignon, mais qui depuis est à Lyon, s'est emparé de la chose et même éliminé aussi plus ou moins l'IRHT. Il y a eu le GDR France-Île Britannique qui a duré une douzaine d'années. Il y a eu 2 ANR Histoire informatique. Il y a l'ANR Alpage d'Hélène Nauzet, il y a Polyma de Laurent, il y a l'ANR Notre-Dame de Paris, NDP c'est Notre-Dame de Paris, Julie Claustre et Darwin Smith. Stéphane Lamassé anime l'ANR Daphné, et puis il y a eu l'ERC SAS, sur lequel je ne m'étendrai pas. Voilà, alors je dirais que c'est aussi une bonne structure de publication, mais là les bras m'en sont tombés. Hein, parce que les publications, si on cumule nos bibliographies depuis le début, c'est colossal. Je suggère qu'on engage un ingénieur universitaire pour faire le travail. D'autant plus que nous avons pour tous ces volumes les textes qu'on pourrait mettre... parce que certains sont publiés par des éditeurs commerciaux, mais on a gardé les textes d'origine, on a gardé les documents annexes, on a gardé les choses sur les séances de conférences. Donc, on a une formidable bibliothèque qui pourrait être une bibliothèque interne, mais qui est aussi une bibliothèque externe qu'on peut consulter évidemment dans toutes les bonnes universités. Et grâce en particulier, avec une collaboration, on peut dire, exemplaire, avec les éditions de la Sorbonne, qui nous ont toujours accueillis très libéralement, et puis certaines collections chez Brepols, je crois que Régine en a au moins une. Je crois que Claude Gouvard, tout le monde le sait, dirige une collection au PUF qui a accueilli beaucoup de travaux de Paris 1, et du temps où il était là, Michel Paris a fait publier beaucoup de choses chez Picard, et je crois que Picard a continué un peu cette tradition. Donc nous avons des liens avec des maisons d'édition, et je pense que l'existence du LAMOP y est pour beaucoup. Et ensuite, soleil, on passe à l'islam. Pour commencer, je voudrais apporter une précision sur le terme Orient, et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis entre guillemets. À Paris 1, nous employons couramment et commodément, et nous le faisons aujourd'hui, le terme Orient pour désigner ces champs d'études dans lesquels Paris 1 excelle, à savoir l'histoire byzantine, l'histoire des pays d'islam et l'histoire des croisades et des échanges en Méditerranée. Mais il est clair que l'Orient, ainsi entendu, se limite au Proche-Orient et à l'espace méditerranéen et englobe, ce qui est paradoxal, l'Occident musulman. Mais ce terme Orient, tel que nous l'entendons à Paris 1, laisse hors de notre enseignement et de notre recherche les vastes mondes asiatiques. Et je suis loin d'être la seule à regretter que l'histoire de la Chine ancienne ait tenu et tienne encore si peu de place dans notre université. En revanche, parmi les mondes extra-européens, l'histoire de l'Afrique précoloniale a été particulièrement bien représentée grâce au rayonnement de Jean de Vis,
qui fut professeur à Paris 1 de 1977 à 1989, puis grâce à ses successeurs Jean Boulegue et Bertrand Hirsch. Bien que considéré dans l'organigramme de l'UFR d'histoire comme partie intégrante de l'histoire médiévale, l'histoire de l'Afrique est restée à part dans le dispositif d'enseignement et de recherche, et je laisserai donc de côté l'histoire de l'Afrique dans cette présentation, pour m'en tenir à l'Orient tel que nous le définissons. Les institutions de recherche en histoire médiévale de l'Orient ont connu une histoire complexe, bien plus complexe que l'histoire relativement linéaire de la médiévistique. Et dans cette histoire complexe, je pense que l'on peut distinguer, pour essayer d'être clair dans cette présentation, trois phases. Une première phase, durant approximativement les années 70-90, une première phase pendant laquelle seule l'histoire de Byzance est institutionnellement structurée. Et pour cela, il nous faut remonter quelque peu avant 1971, au temps où Paul Lermerle enseignait l'histoire byzantine à la faculté des lettres de la Sorbonne. Claude Cahn y enseignait alors l'histoire des mondes musulmans, mais il faut le dire très simplement, Claude Cahn ne se préoccupait guère d'organiser et de développer les moyens de la recherche. Paul Lermerle, lui, avait créé en 1959 un institut d'histoire byzantine avec une bibliothèque déjà dotée d'un fonds important. Lorsqu'il devint professeur au Collège de France en 1967, il emporta une partie de cette bibliothèque, celle qui avait été financée par les crédits CNRS, et ce fut là l'origine du Centre de recherche d'histoire de Byzance installé au Collège de France, qui devait devenir, et est encore aujourd'hui, un important centre de recherche dans ce domaine. C'est Hélène Arweiler qui, à la Sorbonne, succéda à Paul Lermerle. Elle fut successivement directrice du département d'histoire de la faculté des lettres de Paris. Il faut noter, pour lui rendre à nouveau hommage, que c'est la première femme qui a occupé ce poste. Elle a été ensuite première vice-présidente, puis présidente de notre université. Ses fonctions lui ont permis... Tu peux mettre la diapositive ? Oui. Ces fonctions lui ont permis de doter l'ancien institut, désormais dénommé Centre de recherche d'histoire et de civilisation byzantine, de crédits spécifiques, de locaux en haut de l'escalier B, sous les toits, avec une grande salle de lecture et de séminaire, d'un poste d'ingénieur, cette fois d'un poste d'ingénieur de l'université, d'un ingénieur chargé de la bibliothèque et des publications, et ce poste a été occupé par Paul Pagès, qui devait arriver depuis 1972 jusqu'à sa retraite en 2015. Le centre bénéficiait en outre du legs de Maria Malandrino. Maria Malandrino était une riche citoyenne grecque, férue d'hellénisme, qui connaissait bien Paul Lermerle et qui légua à la Sorbonne à sa mort en 1980 un appartement à Paris dont les revenus furent affectés en priorité aux publications, mais aussi à la bibliothèque. Les revenus, précisons, parce que c'est important pour la suite, sous la forme d'une... l'appartement a été vendu et le produit de la vente a été placé sur un compte à terme. Le centre de recherche est aussi à l'origine d'une collection, la collection Byzantina Sorbonensia, créée en 1975, qui compte aujourd'hui une trentaine de volumes. Et cette collection a fortement contribué au rayonnement du centre. Les deux premiers titres, Famille byzantine et la thèse... Non, oui, c'est la thèse de troisième cycle de Michel, montrent bien l'orientation vers l'histoire économique et sociale qui caractérisait alors les travaux des jeunes chercheurs. Les travaux de géographie historique ont également tenu une place significative dans les activités du centre. Ainsi, le volume paru en 1988 sous la direction d'Hélène Arweiler, Géographie historique du monde méditerranéen,
est le résultat de travaux qui ont été financés, comme c'est indiqué sur la page de couverture, par la Fondation européenne de la science, dotation qui a permis de subventionner de très nombreuses missions de recherche rassemblant des équipes de nombreux pays européens et méditerranéens. On doit aussi à l'énergie d'Hélène Arweiler la création du groupement scientifique GS32, GDR32 ou GIS32, les nominations successives, formation à laquelle Jean-Philippe a fait allusion tout à l'heure. Sous la dénomination Territoire et société des mondes romains et post-romains. Cette dénomination, que je qualifierais volontiers de fourre-tout, est révélatrice du but de la création de ce groupement scientifique. Il s'agissait moins de développer des recherches thématiques que de fournir un cadre permettant de présenter des demandes de subventions, mais plus encore d'obtenir des locaux rue Malher, dans le bâtiment que Paris 1 venait de construire pour abriter divers laboratoires d'histoire et de droit. Et c'est pourquoi le GIS, dirigé par Hélène Arweiler, regroupait entre autres des collègues d'histoire des sciences et techniques, Paul Benoît qu'on a déjà mentionné, d'histoire de l'islam, Claude Cahen, d'histoire ancienne, Claude Nicolet, et d'Occident médiéval, Pierre Toubert. Ces professeurs disposant alors, rue Malher, d'un bureau, voire de locaux plus importants, et locaux dans lesquels travaillaient des chercheurs et ingénieurs du CNRS, Annie Pralon pour la géographie historique byzantine, Youssef Ragheb pour la papyrologie arabe, et Armel Kérien pour l'Italie médiévale, et peut-être d'autres dont les noms m'ont échappé. En 1979, Claude Cahen est parti à la retraite sans avoir de successeur, cela a été déjà dit ce matin, et en 1982, Hélène Arweiler était nommée recteur de l'Académie de Paris, puis en 1989, présidente du Centre Pompidou, tout en restant titulaire de son poste de professeur jusqu'à sa retraite. Dans ce contexte, la retraite de Claude Cahen et, disons, le fait que Hélène Arweiler était prise par d'autres fonctions. Donc, dans ce contexte, le centre vécut sur sa lancée avec sa bibliothèque et le séminaire fréquenté par des étudiants et des chercheurs en histoire byzantine. S'y sont ajoutés, entre 1982 et 1998, des cohortes, pour ne pas dire des hordes, d'étudiants, principalement grecs, qui venaient suivre le séminaire de Spiros Azraras, spécialiste de l'histoire économique et sociale de la Grèce post-byzantine, et qui était professeur associé sur le poste d'Hélène Arweiler. Pas moins d'une cinquantaine de doctorants ont soutenu leur thèse à Paris 1 sous la direction d'Azraras. Ces doctorants, presque tous grecs, ont pour la plupart occupé ensuite des fonctions d'enseignement et de recherche en Grèce, et ils ont ainsi largement contribué au rayonnement de notre université dans ce pays. La deuxième phase, le haut a disparu sur la diapositive. Oui, bon, c'est pas très grave. La deuxième phase est marquée, donc, qui correspond grosso modo aux années 1990-2000. Cette deuxième phase est marquée par la nomination de nouveaux professeurs, Michel Kaplan, Michel Ballard et moi-même, et par un élargissement des champs de recherche. Alors, Michel Kaplan avait soutenu sa thèse d'État en 1987. Il a à ce titre bénéficié d'une transformation de son poste et il devint professeur en 1988. Par ses propres travaux, mais aussi par ceux qu'il a dirigés, il a largement contribué à une approche renouvelée des sources hagiographiques, et la géographie est devenue un champ de recherche majeur à Paris 1 jusqu'à aujourd'hui. Michel Ballard fut élu en 1991 sur le poste laissé vacant par la retraite d'Hélène Arweiler. Et ici, je voudrais apporter un petit correctif, si tu me permets, Jean-Philippe, à ce que tu as dit. En fait, il y a bien effectivement maintenant 3 postes, puisqu'il y aura le mien dont on va parler dans un instant. Il y a bien maintenant 3 postes entre guillemets Orient, donc le poste d'histoire byzantine, le poste d'histoire de l'islam vénémal
que je vais obtenir, et le poste donc qu'a occupé Michel Ballard, puis après lui Christophe Picard, et qui n'est pas un poste d'islam médiéval, qui est un poste, disons, d'histoire, et qui est occupé maintenant par Dominique Valérian, qui est un poste, disons, d'histoire des croisades, de la Méditerranée et des échanges, hein, je pense. Donc on n'a pas... voilà. Donc effectivement, il y a bien 3 postes, mais avec 3 spécialités. Je n'ai pas voulu faire d'addiction. C'est pas grave. Donc Michel Ballard fut élu donc en 1991, et avec lui, sous son impulsion, l'histoire des croisades, de l'Orient latin et de l'expansion occidentale en Méditerranée est devenue un champ de recherche majeur à Paris 1. Avec un séminaire mensuel, et je voudrais insister sur souligner la spécificité du séminaire de Michel Ballard, qui était ces séminaires étaient de véritables petites tables rondes qui duraient toute une après-midi, voire toute une journée, et auxquelles participaient des collègues de province, voire de l'étranger. Et les recherches de Michel Ballard se sont développées dans un cadre institutionnel qui est celui des 2 GDR, dont les dénominations apparaissent sur la diapositive. Non, on est encore avec Michel. Et les travaux conduits par Michel Ballard avec son complice Alain Dusselier, professeur à Toulouse, ont été scandés par 4 colloques qui ont fait l'objet de publications qui apparaissent à gauche. Et c'est aussi dans ce cadre qu'ont été préparés et publiés les congrès de la Société internationale d'histoire des croisades, société dont Michel Ballard a été président pendant de 2002 à 2008. Et c'est en particulier ces 2 grands colloques qui se sont tenus, l'un à Clermont en 1995 et l'autre à Avignon en 2008, et qui ont été publiés. Après la retraite de Michel Ballard, cette approche de l'espace méditerranéen a été poursuivie et développée par son successeur Christophe Picard, dans le cadre de 2 nouveaux GDR qu'il a dirigés, et dont les travaux ont été conduits avec la collaboration de Dominique Valérian, d'Anne Lisneff et de Damien Coulon, et travaux qui ont conduit à 3 publications. Autre élargissement de la thématique du centre, c'est l'élargissement à l'histoire médiévale de l'islam. On l'a dit, j'ai été élue en 1997 sur un poste créé, poste d'histoire du monde musulman, poste créé grâce à Michel Kaplan. Et je voudrais simplement dire que bien avant d'être élu professeur, j'avais, grâce au soutien de Jean Devis et de Michel Ballard, plus tard de Michel Kaplan, redonné une certaine place à l'histoire de l'islam dans l'enseignement, la formation à la recherche, notamment, ce qui était quand même assez particulier à Paris 1, en me laissant encadrer de fait des maîtrises et des DEA. J'avais aussi tenté de redonner une certaine place à la recherche avec des initiatives comme la table ronde sur les nouvelles recherches en histoire du monde musulman que j'avais organisée avec Rekaya en 1987, la journée d'hommage à Claude Cahn, qui a été publiée en 1996, aussi le groupe de réflexion qui s'est réuni pendant 2-3 ans, Histoire, Anthropologie, Littérature de l'islam médiéval, qui est un groupe totalement informel mais riche d'échanges, et aussi la première rencontre de doctorants en histoire de l'islam médiéval à Lyon en 1998. Mais toutes ces initiatives, en l'absence d'une structure institutionnelle, relevaient du bricolage logistique et financier. Et si j'en avais le temps et l'humeur, je pourrais vous raconter toute une série d'anecdotes pour illustrer ce terme de bricolage logistique et financier. Vous aurez peut-être remarqué, puisque on m'a gentiment gratifié de compétences en matière de PowerPoint, que j'ai adopté 3 couleurs dans mes diapositives. Le bleu étant pour marquer le plan, le noir, toutes les informations que je donne, et le rouge, le nom des structures. Et donc, dans la partie supérieure de cette diapositive, il n'y a pas de rouge, parce que nous sommes justement dans cette période de bricolage logistique et financier.
Dans ces mêmes années 90, les domaines couverts par la bibliothèque se sont largement étendus grâce aux dons et aussi à une active politique d'achat. Grâce à 2 dons, Claude Cahn, peu avant de décéder en 1991, avait légué sa bibliothèque au Collège de France, plus précisément à la bibliothèque d'études arabes, turques et islamiques du Collège de France. Sauf, disons, à l'exception des ouvrages relatifs aux croisades et aux échanges en Méditerranée qu'il a donnés au centre. Plus important encore fut le don Kayat en 1990. Kayat était un négociant libanais qui avait fait sa thèse très longtemps auparavant sur l'histoire économique et sociale de la Syrie à l'époque ottomane, mais sa thèse sous la direction de Claude Cahn. Donc il a décidé de donner toute sa bibliothèque à la Sorbonne, et avec la complicité de Paul Pagès, et on a réussi à ce que ce millier de volumes concernant le Proche-Orient musulman soit versé à la bibliothèque du centre. Dans les années qui ont suivi et jusqu'au départ à la retraite de Paul Pagès, une active politique d'acquisition a été développée dans ces nouveaux domaines, donc, qui étaient l'histoire de la croisade et de la Méditerranée et l'histoire de l'islam, en tout cas de l'Orient musulman, et fait de la bibliothèque du centre donc un lieu de ressources très apprécié. D'autant que cette bibliothèque a été intégrée au réseau au premier millénaire chrétien et de manière pionnière grâce à Paul Pagès au SUDOC, puis au catalogue collectif des bibliothèques d'histoire de Paris 1. Malheureusement, la rente Malandrino a pris fin en 2018, puisque c'était une rente sur 25 ans, et aujourd'hui, les crédits de la bibliothèque sont fortement réduits et ne permettent plus de développer cette même politique d'achat. Michel Kaplan, qui avait pris la direction du centre, s'est montré très favorable à cet élargissement des activités du centre et de sa bibliothèque, et cela s'est traduit institutionnellement par un nouveau titre, Centre de recherche d'histoire et de civilisation byzantine, c'est l'ancien titre, auquel on a ajouté, et du Proche-Orient médiéval. La réforme, non, je n'ai pas tout à fait fini, parce que je voulais juste faire remarquer que la réforme LMD de 1994 faisait obligation aux doctorants d'effectuer leurs recherches sous la direction d'un professeur au sein d'une équipe d'accueil doctorale. Et c'est pour cette raison qu'on a créé, enfin que Michel a créé en 1994, donc l'équipe d'accueil EA 125, donnant donc une forme institutionnelle à l'élargissement des activités du centre. La troisième phase, donc depuis à partir des années 2000, se caractérise par le regroupement dans l'UMR Orient et Méditerranée et la création de l'IRBIMA. Alors, revenons un tout petit peu en arrière, à la fin des années 90. Il existait à Paris 2 laboratoires associés au CNRS correspondant à ces champs de recherche, à cet Orient entre guillemets. Mais 2 laboratoires qui occupaient, je parle maintenant de laboratoires associés du CNRS, mais 2 laboratoires qui occupaient des positions très différentes. D'un côté, au Collège de France, le Centre de recherche d'histoire et civilisation byzantine, donc qui correspondait à l'institut créé par Paul Lemerle, et qui s'était disons, structuré sous forme d'une URA puis d'une UMR, et qui avait été dirigé successivement donc, par Gilbert Dacron, à un moment avec Denis Fessel comme co-directeur, et Jean-Claude Chenet. Ce centre du Collège de France, cette UMR 75-72, était toujours d'ailleurs, très active avec des équipes nombreuses, note par exemple l'équipe sur le mont Athos. Les enseignants-chercheurs de Paris 1 s'étaient rattachés à ces équipes, et pour répondre à la remarque presque perfide de Jean-Philippe, il n'y avait pas de finesse orientale. Il n'y avait pas d'autres rattachements. Ils appartenaient à un centre de Paris 1,
mais qui n'avaient pas de... Et pour le CNRS, ils étaient rattachés à l'UMR 75-72 sans aucune difficulté. J'étais président de la commission du CNRS à ce moment-là. C'est une chose qui est strictement... c'est une anomalie, voilà. Mais très bien, je le sais d'autant plus que j'ai donné mon accord, en tant que président. Voilà. Bon, voilà. Je ne connais pas d'autres exemples. Ah oui, c'est intéressant. Mais du coup, c'est d'autant plus intéressant pour la conséquence que cela a eu. Les enseignants de Paris 1, spécialistes d'histoire byzantine, afin de garder la proximité avec ce lieu d'échange et de ressources qu'était l'UMR 75-72 et le Collège de France, n'ont pas souhaité que le centre de Paris 1 s'associe au projet Condorcet. Et c'est la raison pour laquelle nous avons refusé, enfin, nous n'en a pas donné suite à la possibilité de déménager à Condorcet. L'autre équipe, qui, dans une situation totalement différente, était à Paris 4, donc une équipe de Paris 4, l'URA 1077, Civilisation islamique, qui, sous la direction de Janine Sourdel puis de Ludwig Calus, avait occupé une place importante dans le domaine de l'histoire de l'art et peut-être plus encore de l'archéologie islamique, sans aucun lien, pour ne pas dire plus, avec Paris 1. Mais cette équipe avait été mise en restructuration à la fin des années 90 en raison de ses faibles effectifs. Dans le but de créer une structure plus large, des contacts ont été alors pris donc, par des membres de cette équipe avec Paris 1, ce qui a été largement facilité par les liens professionnels et amicaux que j'avais noués avec Anne-Marie Hédé, qui est ici, et qui était alors maître de conférence à Paris 4. On a été aussi très largement encouragé par la direction du CNRS. Là aussi, un peu comme l'histoire que tu racontais tout à l'heure, c'est le CNRS qui est venu, en quelque sorte, sinon nous chercher, du moins très largement nous encourager. Et c'est ainsi qu'a été créé en 2000 l'UMR 80-84, Islam médiéval, espace réseau pratique culturelle, dont j'avais porté le projet et dont j'ai assumé la direction jusqu'en 2006. Cette UMR avait alors une triple tutelle, CNRS Paris 4, Paris 1, et des locaux attribués par ces trois tutelles à Ivry, à l'Institut d'art, rue Michelet, et à la Sorbonne, mais pas au même endroit, dans l'aile Cujas. Cette dispersion était peu favorable au travail collectif, mais malgré tout, de beaux programmes de recherche ont été développés, dont APIM, Atlas des ports et itinéraires maritimes de l'islam médiéval, qui a créé une forte synergie entre historiens et archéologues. Synergie entre historiens et archéologues qui a permis donc, dans le cadre de cette UMR 80-84, et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Mais, oui, je veux bien que tu mettes la diapositive suivante, l'heure était à la mutualisation des moyens et au regroupement des unités. Et il y avait, au début des années 2000, un risque de voir disparaître des structures jugées trop petites par la direction du CNRS. C'est alors que Christian Robin, qui est épigraphiste et archéologue de l'Arabie pré-islamique, a proposé à Jean-Claude Chenet, qui était alors le directeur de l'UMR 75-72 Byzance du Collège de France, et à moi-même, de nous fédérer avec son propre laboratoire. Donc l'idée au début était de 3 laboratoires et auxquels sont ajoutés dans ce projet initial les mondes sémitiques de Paris 4 et la médecine grecque de Paris 4. C'est ainsi qu'a été créé en 2006 l'UMR 81-67 Orient et Méditerranée, avec 5 tutelles, CNRS Paris 4, Paris 1, EPHE et Collège de France, et 5 équipes, monde sémitique, Antiquité tardive, monde byzantin, médecine grecque et islam médiéval, et auxquels se sont ajoutés quelques années plus tard une 6e équipe des mondes pharaoniques de Paris 4. La direction a été successivement assumée par Christian Robin, Jean-Claude Chenet, Véronique Boudon-Millot et Pierre Tallet. Ces 6 équipes fonctionnent de manière autonome,
chacune avec sa propre direction, ses propres programmes de recherche, son budget et ses ressources propres, tout en bénéficiant de services communs en termes de secrétariat, gestion, communication, publication, etc. Je voudrais insister sur un point, c'est que l'un des intérêts majeurs de cette UMR est, à mes yeux, d'assurer la pérennité des équipes et des thèmes de recherche, quels que soient les aléas de recrutement. Et l'organisation de la recherche est en conséquence beaucoup moins, aujourd'hui, beaucoup moins dépendante de personnes et de leurs intérêts propres que dans les années précédentes. Oui, tu peux mettre la suivante. Mais ce regroupement n'est pas que fonctionnel. L'existence de l'UMR, Orient et Méditerranée, facilite les collaborations, l'organisation de séminaires communs, comme celui d'histoire et d'archéologie de l'islam médiéval. Elle permet aussi de réunir les membres des diverses équipes et de faire émerger des programmes transversaux qui, et je me permets d'insister sur ce point, ne sont pas purement formels, mais représentent véritablement des recherches collectives. Et j'en donnerai sans modestie l'exemple du programme transversal sur la Thériaque que j'ai dirigé avec Véronique Boudon-Millot, qui était directrice de l'équipe médecine grecque, qui a réuni une trentaine de chercheurs dans un séminaire mensuel, qui a organisé un colloque et finalement une très belle publication aux belles lettres sur la Thériaque. L'UMR Orient et Méditerranée est une très grosse structure, comptant 25 chercheurs CNRS et 12 émérites, 63 enseignants-chercheurs et 16 émérites, 22 personnels ITA et 185 doctorants. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que le poids de Paris 4 est prépondérant, disons en plus de la moitié des enseignants-chercheurs. Et les enseignants-chercheurs de Paris 1 ne sont présents que dans 2 des 6 équipes, les 2 que j'ai encadrées sur cet organigramme. Et surtout d'ailleurs dans l'équipe islam médiéval, puisque la direction en a été assurée successivement par moi-même, par Sylvie Denoy du CNRS et maintenant par Jean-Pierre Van Stivel, qui est passé à Paris 1 en 2018. Dans ce contexte, le poids de Paris 4 dans cette UMR, il convenait de sécuriser, je pense que c'est le mot qui explique je parle sous le contrôle. Tu es d'accord, Michel? Oui. Comment? Dans ce contexte, il convenait de sécuriser l'appartenance à Paris 1 des fonds de la bibliothèque du centre, l'attribution des locaux et le poste attaché au centre. Or, l'équipe d'accueil 125 avait été dissoute en 2009, n'ayant plus de raison d'être, puisque les recherches doctorales s'inscrivaient désormais dans le cadre de l'UMR, et aussi parce que la commission était moins... C'était plutôt, voilà. Il était désormais plus possible à un enseignant-chercheur d'appartenir à 2 instances. Donc, comme l'EA 125 avait été supprimée, on a été créé en 2010 l'IRBIMA, Institut de recherche sur Byzance, l'islam et la Méditerranée au Moyen-Âge, dont les statuts ont été adoptés officiellement par le Conseil d'administration de Paris 1 en 2012. Vous voyez que l'IRBIMA, c'est un petit nouveau dans toute cette histoire. L'IRBIMA est rattaché en tant que centre de documentation et de recherche à l'UMR, mais c'est un rattachement purement, disons, sur un organigramme, car l'IRBIMA est totalement autonome quant à sa gestion. Il a sa propre ligne budgétaire à l'université, il a son propre conseil de direction et son directeur, c'est lui qui décide du budget et de la politique d'achat de la bibliothèque. L'IRBIMA est, avec la bibliothèque, la salle de séminaire, les bureaux, un lieu ressource précieux et apprécié par les enseignants-chercheurs et les doctorants de Paris 1 en histoire de Byzance et de l'islam. Alors, Anne-Marie Hédé, qui m'a succédé en 2013, Sophie Métivier, qui a succédé à Michel Kaplan également en 2013, ont assuré... 2016, Sophie, pardon. Désolée, Sophie. Oui, bon, en tout cas, Anne-Marie et Sophie ont assuré la continuité des recherches et de l'encadrement des doctorants en histoire de l'Orient islamique
et en histoire byzantine, avec pour ce domaine de l'histoire byzantine la poursuite des travaux sur la géographie et un intérêt nouveau porté à la période des paléologues. Alors, la situation a un petit peu changé ces dernières années. Depuis le départ d'Anne-Marie Edé en 2018, la nomination de Dominique Valérian cette même année, puis la nomination d'Anne Lisneff en 2020, les recherches sur le monde musulman à Paris 1, s'il y a une continuité en histoire byzantine, en revanche, les recherches sur le monde musulman à Paris 1 s'orientent aujourd'hui davantage vers le Maghreb et la Méditerranée centrale. Malgré tout, l'Orient islamique reste néanmoins représenté dans le séminaire de recherche grâce à une étroite collaboration avec le CNRS et Sorbonne Université, étroite collaboration que permet justement le cadre institutionnel de l'UMR 81-67. Et c'est là où on voit l'avantage que j'évoquais tout à l'heure de cette grosse unité qui permet le maintien de spécialités et de recherche dans une spécialité au-delà ou en deçà, comme vous voudrez, des aléas des recrutements. Une remarque ou un souhait, non, un tout petit peu, je suis encore à l'IRBIMA, pour dire que, excusez-moi, qu'on pourrait souhaiter que l'IRBIMA fasse mieux connaître ses activités de recherche en histoire de l'Orient, fasse mieux connaître les séminaires, les soutenances, les travaux en cours, les publications. Et par exemple, ça serait une suggestion que je me permettrais de faire aujourd'hui, par exemple par une newsletter ou un blog sur hypothèse, voire un site propre. On est très loin, là, à l'IRBIMA, de ce que fait le LAMOP, tel que nous le présentait Jean-Philippe tout à l'heure. Et pour terminer, je voudrais... qui peut passer cette fois ? Voilà. Et pour terminer, je voudrais faire une remarque. Depuis ce matin, on a beaucoup insisté, à juste titre, sur le fait que Orient et Occident sont réunis à Paris 1 dans la conception du Moyen-Âge et surtout dans l'enseignement du Moyen-Âge. Et le but étant de donner, comme ça a été très bien rappelé ce matin, de donner des sociétés médiévales une définition large, englobant donc ce vaste espace que l'on peut définir comme héritier de l'Antiquité grecque, romaine, sémitique et chrétienne. Mais, vous l'aurez, je pense, bien perçu après l'exposé de Jean-Philippe, bien, cette perspective englobante ne se retrouve pas au niveau de la recherche occidentaliste et orientaliste. Et pourquoi? Je pense que c'est parce que occidentalistes et orientalistes ont fait des choix différents en matière d'organisation. En effet, d'une part, comme Jean-Philippe l'a montré, le LAMOP relève du choix d'une structure propre à Paris 1, permettant d'affirmer la force, la cohérence, l'originalité des recherches qui sont développées à Paris 1. Mais de l'autre, avec l'UMR 81-67, on a fait le choix d'une logique de collaboration, notamment entre Paris 4 et Paris 1, parce que c'était le seul moyen pour ces spécialistes, peu nombreux dans chaque université, d'assurer un encadrement doctoral, de développer des recherches collectives et donc de garantir le devenir de leur spécificité. Il y eut bien quelques initiatives communes, illustrées sur cette dernière diapositive. Par exemple, le programme Élite rurale méditerranéenne, piloté en 2008-2009 par Laurent Feller, Michel Kaplan et Christophe Picard, en partenariat avec l'École française de Rome. Je pense aussi aux missions archéologiques menées par Paul Benoît en histoire des techniques, au Yémen sur le site minier de Jabali, en Sicile sur le site des bains de Céphala que fouille Anne Lisneff, ou encore à Chypre. Je pense enfin à deux initiatives d'Éric Vallet, qui était à cette époque maître de conférence à Paris 1, avec des collègues du LAMOP, Thierry Kwame, avec une exposition à l'Institut du monde arabe et une publication sur l'enseignement au Moyen-Âge, et avec Emmanuel Vagnon, son nom est un peu valsé sur la diapositive, avec là encore une exposition à la Bibliothèque nationale de France et une très belle publication sur la représentation de l'océan Indien. Mais ces collaborations donc entre Orient et Occident restent exceptionnelles
et tributaire d'initiatives individuelles. Aussi pourrait-on envisager, afin de pallier cette séparation étanche entre les structures existantes, pourrait-on envisager l'organisation souple, mais régulière, j'allais dire même institutionnalisée, des manifestations communes, par exemple une table ronde thématique annuelle, comme celle annoncée pour avril prochain sur les empires d'Orient et d'Occident. Et c'est par cette seconde et dernière suggestion que je terminerai mon intervention en vous remerciant de votre patience à l'égard d'une histoire que je sais bien complexe. Merci à tous les deux pour vos exposés parallèles. Juste pour Jean-Philippe Genet, pour rebondir sur les remarques que tu as faites, Christine Ducourtieu a été remplacée par Nicolas Perrault, qui est un ingénieur de recherche de l'université. Donc, pour notre plus grand, sans petites heures de fête. Voilà. Puis c'est tout. Donc, maintenant, la parole est à la salle pour corriger, amender, commenter. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à tous les deux pour ces deux exposés extrêmement précis, fournis et utiles. Alors, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que, avec sa modestie habituelle, Jean-Philippe ne s'est pas mis en valeur. Et je voudrais dire, parce qu'il n'y a que peut-être une de ses collègues, c'est pas parce que je suis son ami, mais quand même, je suis d'abord sa collègue, qu'il ressort de son exposé, comme d'ailleurs de celui de Françoise, qu'il n'y a rien sans projet. Et qu'il n'y a pas de projet sans homme ou sans femme derrière. Le LAMOP n'est que ce que Jean-Philippe en a fait, c'est-à-dire une suite de projets. Une suite de projets dont vous connaissez la production bibliographique, où il a, avec une générosité immense, associé immédiatement tous ses collègues, jeunes, moins jeunes, voire plus âgés que lui. Je me souviens de son démarchage auprès de Bernard Guenet, silence radio ou quasiment. C'est-à-dire que si il a signé les lettres, c'était déjà beaucoup, tu l'as dit. Mais je veux dire, du point de vue des projets, rien d'autre que quand même une certaine liberté laissée à ses maîtres de conférences. Je me souviens aussi du démarchage auprès de Bernard Chevalier, qui, a d'abord un tout petit peu aidé, puis terminé. Autrement dit, le maître d'œuvre du LAMOP, et je pense que c'est aujourd'hui le moment de le redire, même si tout le monde le sait, il faut le dire publiquement, c'est d'abord Jean-Philippe. Et avec une chance folle aussi, et là je vais me mettre dans l'eau, mais il y en a d'autres dans la salle, ou d'autres qui sont absents, c'est que cette équipe d'assistants que vous avez vu naître dans les années 70, cette équipe d'assistants, elle a vieilli. Et au moment où le LAMOP s'est lancé, l'amitié était restée entre nous et Jean-Philippe a trouvé, effectivement, je crois, c'est vrai, des points des résonances, des échos, avec ceux qui étaient sur place et ceux qui ont été recrutés. Régine est là pour le prouver. Il y a eu Michel Paris, Monique Bourrin, bien sûr. Tu as parlé de l'anthroponymie. Ça a été un apport important à l'intérieur du LAMOP. Donc, il y a eu une équipe qui s'est perpétuée, cette équipe d'assistants s'est perpétuée dans le LAMOP, avec une structuration imposée d'ailleurs pour demander de l'argent. On se réunissait, il fallait faire des programmes, il fallait... Alors ça, j'avais horreur de ça, je vous le dis tout de suite, vraiment, horreur de ça. Mais il fallait le faire. On remplissait des dossiers, et puis on avait un peu d'argent. Alors avec aussi, et ça je l'aurais peut-être dit tout à l'heure, mais ça fait rien, c'est pas grave, on est quand même un peu à bâton rompu, avec quand même une grande différence à partir du moment où alors là on va parler politique, en 81, ça a été très différent. On a eu un peu d'argent qui a commencé, un tout petit peu,
à venir, hein, un tout petit peu. J'ai bien dit un tout petit peu. Et je crois, je reprendrai le problème tout à l'heure, mais bon, je crois que là, on a, il faut le dire, hein, les auteurs de projets, c'était très important parce qu'il y avait des directeurs d'axe, et ces directeurs d'axe avaient à écrire ce qu'ils faisaient, combien il y avait de doctorants, combien il y avait de personnel autour d'eux, quels étaient les colloques en cours, etc. Voilà. Donc ça, je voulais prendre la parole là-dessus parce que je pense que la modestie de Jean-Philippe est quand même aussi un élément d'ailleurs de réussite, hein, à l'intérieur du LAMOP. Parce que, bon, les égos trop surdimensionnés arrivent forcément à des échecs. Je passe la parole tout de suite à... Bon. Alors, je suis à toi tout de suite. Surenchérir. Je voudrais ici revenir sur un point évoqué ce matin avant de nous séparer et puis prolonger sur l'expression de bricolage qui a été employée et que je trouve particulièrement pertinente, du moins d'un certain point de vue, mais on peut l'employer. Je voudrais dire, par rapport à ce qu'on a évoqué ce matin avant de se séparer, que ce qui, pour ma part, c'est personnel, implique l'engagement dans le projet de Paris 1, mais même si je n'avais pas eu sur l'essentiel satisfaction, j'aurais continué, c'était le refus des dogmatismes. C'est-à-dire que il me semble que les projets qui étaient alternatifs étaient des projets beaucoup plus resserrés sur le plan idéologique. Et en quelque sorte, ils suscitaient peut-être immédiatement une réaction excessive, certes, mais peut-être nécessaire aussi. Il est interdit d'interdire, ce qui ne signifiait pas une totale liberté d'action. L'UR d'histoire de Paris 1 s'est construit en partie sur des transgressions. Transgression de Michel Serres, renonçant à son étiquette de philosophe pour venir chez nous, mais il est resté philosophe. Transgression de Jacques Roger, renonçant à son étiquette de littéraire pour venir chez nous, mais il était toujours littéraire, etc. Donc, il y a eu toujours dans notre consensus, c'est-à-dire un point de vue partagé pour l'essentiel par la plupart, pour une part pour le reste, par le reste. Le consensus de Paris 1, cette curiosité scientifique qui faisait qu'on n'a jamais renoncé à aller voir à côté, à ajouter d'autres champs scientifiques, à expérimenter la présence de champs scientifiques complémentaires dans notre univers le plus proche et de considérer qu'il fallait maintenir l'existence de ces champs scientifiques complémentaires. Et c'est la raison qui a permis, je crois, que, pour revenir toujours à nos discussions de ce matin, Jean-Philippe puisse faire entrer dans nos unités de valeur la statistique et l'informatique. Je ne dis pas qu'il a été toléré, je dis qu'on a trouvé ça intéressant et que l'expérience, à notre avis, valait la peine d'être tentée.
et soutenu, c'est-à-dire d'être vu d'une manière favorable et positive. Et c'est ainsi, je crois, que s'est développée notre façon d'être, employons un mot d'une banalité totale et qui ne veut plus rien dire, notre ADN, comme on dirait à la télévision. Notre ADN, à savoir d'être université, non pas ouverte à tous les vents, mais ouverte aux 4 vents, simplement. C'est-à-dire que le refus du dogmatisme permettait la transgression, mais une transgression qui n'impliquait pas l'installation de nouveaux dogmatismes, un espace de liberté. Et c'est ce qui permet, je pense, cette philosophie du bricolage, c'est-à-dire à la fois d'intérêt et de distance par rapport à toutes les opportunités qu'imposent les variations de la politique à laquelle nous sommes soumis. Le CNRS étant l'exemple même, le ministère et le CNRS étant l'exemple même de ces variations tous les 5 ans, tous les 4 ans, tous les 8 ans, peu importe, de la doxa en matière universitaire. On a eu une intervention que je viens d'entendre m'a rappelé fortement ce que j'ai éprouvé dans les années 1992 ou 93, 1995, 96 sur l'importance des équipes d'accueil nécessaires pour l'université pour s'adapter au cadre d'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche et nécessaires pour s'adapter à l'acquisition des crédits qui, seuls, nous permettent de fonctionner. Donc, nous avons été, avec pragmatisme, les artisans de ce parcours sur la longue durée qui nous permet d'exister. On doit donc à la fois admettre l'obligation de prendre en compte les réalités qui nous sont imposées par les autorités de tutelle qui dépassent l'université, qui sont le ministère et le CNRS, et les instances de la recherche, et en même temps l'obligation de naviguer avec artifice à travers toutes ces contraintes. Non, moi je ne voulais pas répondre. Je voulais revenir un peu sur le tableau que vous avez présenté, Jean-Philippe Jeunet, sur la structure des précaires, des titulaires à la fac, enfin au LAMOP plutôt exactement, et le nombre de CNRS. Alors en fait, j'ai été frappée par le terme de précaire. Je me demandais ce que ça recouvrait, ce que ça veut dire, c'est les postes d'ATER, parce que je trouve que passer de 1 à 12 ATER, c'était plutôt positif. Et puis deuxième question, vous n'avez pas mis le nombre de doctorants. Et moi, ayant fait ma thèse au LAMOP, ce que je trouvais je trouvais que le LAMOP était une structure d'accueil pour faire de la recherche en tant que jeune chercheur pour faire son doctorat qui était extrêmement accueillante. C'est-à-dire, en fait, il y avait quand même beaucoup d'espaces de discussion, de séminaires. C'était un lieu d'effervescence aussi, une structure qui était très, qui permettait de nourrir plein d'idées pour faire ses propres recherches à son doctorat. Et peut-être qu'en fait, mettre l'évolution du nombre de doctorants au LAMOP permettrait peut-être mieux de se rendre compte de l'évolution aussi de la recherche actuelle. Ce qu'a pu être éventuellement les années 90-2000. Moi, je me souviens, au début des années 2000, quand j'ai commencé ma thèse, on était presque 100 de doctorants, enfin, personnes inscrites en thèse au LAMOP. Quel est le nombre aujourd'hui ? Et en quoi, en fait, cette chute drastique peut-être est plus importante, à mon avis, comme signe de l'affaiblissement de nos structures. Oui, alors je réponds tout de suite, c'est les doctorants, j'en ai pas parlé parce que j'ai pensé que c'était ce que Claude ferait. Donc moi, je l'ai laissé de côté. Ceci dit, bon, oui, c'est relativement facile à faire la statistique puisque grâce à Hypothèse,
dont Christine Ducourtieu a été une des âmes, hein, il y a le dénombrement des doctorants, et c'est facile. Mais moi, je n'ai pas abordé le problème des doctorants parce que c'était lié à mes yeux, l'enseignement pour la recherche. Sur la première question, ce que j'appelle précaire, c'est un terme que tout médiéviste connaît, sauf qu'évidemment, la précaire médiévale est relativement permanente, tandis qu'aujourd'hui, c'est précaire. Je rappelle que quand on a commencé, nous étions nous-mêmes assistants. C'est-à-dire que nous étions... Bon, comment ça se passait? En réalité, c'était pas si terrible que ça, parce qu'on n'était pas si nombreux. Donc, quand on avait fini les 5 ou 6 ans d'assistanat, on partait au CNRS où on rejoignait les inaptes, parce que le CNRS servait aux inaptes, ceux dont on disait qu'ils ne pourraient jamais enseigner, mais bon. Donc, on les mettait au CNRS. Et on y restait le temps qu'on trouve un poste ailleurs ou qu'on reparte vers le secondaire, qui a des avantages, à l'époque, on était beaucoup mieux payé dans le secondaire que dans le supérieur. Je crois que c'est d'ailleurs un peu toujours le cas. Donc voilà. J'ai rien contre le fait, contre les précaires. Je trouve que c'est même une bonne institution. Je ne sais plus qui l'a rappelé en disant que nous, on n'était pas à terre, on a été dans le bain tout de suite. Effectivement, les jeunes doctorants aujourd'hui ou les jeunes docteurs ont leur possibilité de faire leurs armes avec des services d'abord assez allégés, si on ne les traite pas trop mal, et donc de bien se former pour les métiers du supérieur. Sauf qu'après, ils n'ont pas accès à ces métiers du supérieur puisqu'il n'y a pas de poste. Donc le problème, il est là. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Alors on donne l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup de possibilités parce qu'après avoir été là, on peut atterrir ailleurs. Il y a des carrières comme ça qui durent 6, 7, 8 ans. Mais aujourd'hui, la situation est telle que c'est clair que c'est bloqué. Il y a pas mal de ces docteurs, de ces jeunes docteurs qui sont partis vers les classes préparatoires aux grandes écoles. Combien de temps vont-elles durer? Le problème reste fondamentalement le problème de l'université française. On le connaît tous. C'est pour ça que je suis indiqué, vous aussi, et beaucoup de gens parmi nous. C'est qu'on est dans un système à deux vitesses. D'un côté, les grandes écoles auxquelles vont tous les crédits, et de l'autre côté, les universités qui sont... alors, où on ne s'occupe pas du tout du premier cycle. Enfin, on fait semblant, mais on ne s'en occupe pas. Et puis, pour la recherche en sciences humaines, on est sur un mur. Hein, et pour le moment, il n'y a aucun moyen de faire sauter ce mur. Les gilets jaunes étaient sympathiques, mais ils ne s'étaient pas orientés vers ça. Hein, donc, ça n'a pas marché. Et mai 68 l'était. Et mai 68 a fait sauter le verrou une première fois. Aujourd'hui, le verrou est refermé et personne ne sait, moi le premier, comment le faire sauter. Aujourd'hui, c'est d'autant plus significatif qu'on voit, pour le moment, ça va probablement changer, une campagne présidentielle qui commence sur des sujets purement historiques et traités d'une façon monstrueuse sur le plan scientifique, évidemment. Donc c'est un problème citoyen, c'est un problème général. Et voilà tout ce que je peux dire du tableau des précaires. C'est bien tant que ça dure. Et puis voilà. Oui, je vais répondre un instant à Fanny. Je crois que ce que tu dis est extrêmement important. Mais il faut corriger une chose, c'est-à-dire que le nombre, je n'ai pas en tête le nombre de doctorants en histoire à l'heure actuelle, si, 280, mais 280. Alors, le nombre a été considérablement diminué et François Chausson, qui est là, si je le reconnais bien, contre-jour, pourra le confirmer. Le nombre a été considérablement diminué lorsque, il y a quelques années, on a mis fin à la pratique prolongée des thèses en 10 ans, 15 ans. Donc, sur l'injonction du ministère, je crois que les directeurs de DE ont procédé à une sorte de purge, voilà, qui a abouti à une diminution considérable du nombre de doctorants. Ce matin, j'ai assisté à la première partie de la Journée nationale du doctorat, qui est une initiative du ministère, tout à la gloire du ministère, pour ce que j'en ai écouté. Et donc, il a tout de même été mis en avant qu'aujourd'hui, et c'est une spécificité française dans l'OCDE, le nombre de doctorants diminuait, toutes écoles doctorales confondues. Donc, c'est un problème. Et tu as raison, Fanny, de le souligner. C'est-à-dire que la diminution du nombre de doctorants en France
pose problème. D'où, alors ça c'est ce que dit le ministère, la LPR, l'octroi de quelques contrats doctoraux au SHS en particulier, donc une tentative de mettre en place une politique pour rendre le doctorat, disons, attrayant. Voilà, c'est ce que j'ai entendu ce matin, mais le problème est bel et bien là. Voilà. Le doctorat est attrayant, c'est ce qu'il y a après qui ne l'est pas. On est bien d'accord. C'est quand même là qu'est le problème. Le ministère se cache toujours derrière son petit doigt. Donnez juste le chiffre. Quand j'ai pris l'école doctorale en 97, 18, il y avait plus de 500 thèses. 512, si mon souvenir est exact. Voilà. Alors, une autre intervention non pas sur l'école doctorale, mais sur les publications de la Sorbonne. Vous m'excuserez de prendre la parole d'une manière un peu intempestive, mais je suis obligée de partir dans 5 minutes. Je voudrais souligner un élément que ni Jean-Philippe ni Françoise n'ont pu développer parce qu'ils avaient tellement de choses à dire, mais qui apparaît quand même très bien quand on est très attentif au PowerPoint qu'ils nous ont fourni. C'est le rôle des publications de la Sorbonne et éditions de la Sorbonne actuellement dans le développement de la recherche en histoire médiévale. Alors, je ne vais rien dire sur le fait que les éditions de la Sorbonne ont été prises après l'incontournable Michel Christol, qui a mis sur pied cette structure de publication tout à fait remarquable. Mais je dois quand même dire que les médiévistes ont contribué à la direction des éditions de la Sorbonne d'une manière très soutenue, mais ça n'aurait pas été suffisant si l'histoire médiévale, les enseignants, les chercheurs, les jeunes doctorants et les docteurs n'avaient participé et procuré aux publications de la Sorbonne un nombre considérable de travaux de grande qualité que l'on trouve dans plusieurs des collections qui sont apparues sur les PowerPoint, soit en histoire médiévale et en histoire byzantine, en histoire orientale. Et il me semble que c'est un élément qui est indissociable du développement de la recherche en histoire médiévale à Paris 1. Voilà, ce sera tout. Je vous remercie beaucoup. Merci Elisabeth. Bonjour. Non, ce qui m'intéresse, c'est parce que je sens ici, déjà dans l'échange, le problème de précarité, je vais vous le dire. Je travaille au musée d'Orsay, ça me connaît. On en voit, il y a les précarités partout, et d'ailleurs même étonnant dans le monde du public, parce que ça c'est... et nous sommes quand même un service public, n'oublions pas. Mais ce que je voulais dire ici, c'était que je sens tout au long de la journée une certaine tension entre, si j'ose dire, l'éducateur et l'étudiant. D'abord, il y avait un truc qui m'avait beaucoup frappé, parce que j'en ai parlé un peu, M. Kwame, là, entre trucs, qui est le hiatus béant qu'un étudiant d'histoire découvre en arrivant à étudier des histoires. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on est en lettres, je crois, en sciences. Il y a quand même une certaine continuité entre le lycée et ce qu'on peut faire. Mais en histoire, finalement, on apprend l'histoire. C'est bien la première fois. Ça, c'est quand même assez effrayant. Nous qui sommes médiévistes, qui est le premier qui se souvient d'avoir eu un cours de médiéval en seconde? Donc c'est ça le truc que je veux dire, c'est qu'il y a un énorme saut qu'il doit faire. Donc déjà, il y a ça qui crée, on a eu un gros problème, le grand problème noté au départ, c'est tout simplement la population d'étudiants, qu'il faut quand même voir comment gérer tout ça, parce qu'il y a une grande demande d'études dans les choses, mais il faut élaguer. Il y avait la première chose qu'on me disait, c'est les étudiants qui partent au bout de 2-3 semaines, et ben voilà, je peux travailler plus facilement. Ça, quand même, ça fait mal quelque part, parce que ça veut dire que quand même, il y a des étudiants qui ont décroché parce que il y a ce saut. Est-ce qu'ils ont été bien accueillis? Ça, je ne sais pas.
Je pose la question. Moi, en tant que doctorant, bon, je suis un peu un cas particulier parce que, comme je dis, je travaille au musée d'Orsay, je fais le doctorat un peu à titre personnel. Bon, évolution de carrière, je le sais, mais quand même personnel. Et les activités que je fais de recherche restent personnelles. Et là, c'est le truc où je voulais en venir du côté doctoral. C'est l'isolement. C'est l'isolement qu'on sent en tant que chercheur, que je sens quand je regarde mes camarades doctorants. Finalement, chacun est dans son coin. Et on a du mal à créer des lieux d'échange et des lieux de projets partagés ou de voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire, comment est-ce que ça peut faire. Et ça, c'est le truc, comme je dis, c'est toujours ce problème entre l'éducateur et l'éduqué, l'étudiant, quel que soit son niveau. On se sent un peu frustré dans notre capacité de s'intégrer, et s'intégrer n'est pas uniquement une question d'évolution professionnelle, mais c'est aussi d'évolution intellectuelle. Comment est-ce que notre rapport est perçu, finalement, quand nous faisons un travail de recherche, si, par exemple, à titre personnel, je vais à un colloque, ce serait intéressant de pouvoir le dire, mais est-ce que, à part le dire à ma directrice, est-ce que quelqu'un d'autre l'entend? Donc, du coup, c'est ça le truc. On se sent finalement qu'il y a une grande difficulté, Laurent, je voudrais répondre. et qui, je crois, une difficulté qui traîne tout au long de la journée entre le projet de proposition d'études d'enseignement et comment il est reçu. Oui, alors, juste une brève réponse là-dessus. Tout de même, bon, la situation actuelle, et là je reviens au problème des précaires, est une situation qui est difficile aujourd'hui. Quand nous avons commencé, on était nuls en histoire du Moyen-Âge, mais on était bons en enseignement et en pédagogie avec des loupiaux qui étaient en terminale ou en troisième dans des lycées ou des collèges. On avait fait ça pendant 1, 2, 3 ans. On savait notre métier d'enseignant. Les précaires, ceux qui débutent tout de suite en étant à terre, allocataires, etc., là, ils sont bons en histoire du Moyen-Âge, mais ils ne sont pas bons en pédagogie. Et c'est sûr que ça pose un certain problème aujourd'hui où on a cassé systématiquement la filière sur laquelle, effectivement, on pouvait trouver qu'elle était exagérée, CAPES, agrég, puis recherche, etc., mais qui garantissait quand même un certain niveau pédagogique. Et donc là, c'est, je pense, un problème que vous, enfin, la jeune génération, doit affronter. Voilà.